Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique. Nous sommes aujourd'hui donc le 18 novembre et nous avons des marchés qui sont actuellement sous pression. Hier, en effet, il y avait un match organisé entre l'Allemagne et les Pays-Bas qui a été annulé à cause d'alerte à la bombe. Et par la suite, le gouvernement allemand a dit qu'aucune bombe n'avait été trouvée. Mais bon, ça a engendré de la crainte sur les marchés. Ça a donc engendré un recul des indices américains à la clôture. Et nous avons aujourd'hui un gap baissier sur le CAC autour de 0,8-0,9%. Il y a des attaques qui sont en cours de la part de la police française et de l'armée sur Paris, dans le nord de Paris, à Saint-Denis. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de nouvel attentat, il n'y a pas de nouveaux risques forts. Néanmoins, les opérateurs sont frileux. Mais ça reste très contrôlé, hein. Vous voyez, hier le CAC 40 a pris 2,7%, grosse performance portée par le fait que Pratt de la BCE a dit que les chiffres économiques n'étaient pas très bons, l'objectif d'inflation serait difficile à tenir, donc tout ça sous-entendait le fait que la BCE pourrait devenir plus active et faire du quantitative easing. Donc hier, des indices très soutenus en Europe, aux États-Unis, puis on a reflué toujours à cause de ce risque, de ce danger terroriste. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des indices qui ont tenu les supports, qui sont toujours bien orientés, qui consolident après avoir pris 4% en ligne droite. Donc jusqu'ici, rien d'anormal. Comme tous les matins, voici donc l'avertissement au risque sur le caractère purement informatif de cette émission, sur les performances passées, sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Alors, nous disions donc des marchés sous pression et on va passer ensemble, comme d'habitude, l'ensemble du marché un peu au peigne fin. On va regarder les dernières news d'entreprise, les résultats, quels actifs ont décalé, pourquoi. On va parler du calendrier économique du jour et puis on passera sur la plateforme CMC Market pour regarder les actifs. En ce qui concerne les news, décalages, les entreprises, alors Air Liquide, qui est déjà numéro 1 en Europe, acquiert Airgaz pour 13,4 milliards de dollars, ce qui renforce son leadership mondial, sa position de leader. Cette opération se fait, donc Air Liquide serait premier sur le marché américain, serait premier sur le marché européen. Donc c'est vraiment un géant mondial qu'Air Liquide est en train de devenir. Néanmoins, c'est une acquisition, ça coûte beaucoup d'argent au groupe. Donc petite sanction du titre ce matin qui enregistre la plus forte baisse du CAC, qui était à moins 4% quand je l'ai regardé tout à l'heure. La société Lexibook, qui l'année dernière avait publié un résultat semestriel dans le rouge, repasse dans le vert cette fois-ci et confirme ses objectifs, ce qui est salué ce matin. Solvay, le chimiste, a vu son augmentation de capital de 1,5 milliard validée par ses actionnaires à 99,4%. Et Trigano a publié un bénéfice net triplé sur l'exercice 2014-2015 à 60 millions d'euros. Un très beau résultat de Trigano qui enregistre une des plus fortes hausses ce matin à plus 4%. À l'international, donc, je le disais en introduction de cette émission, on a l'annulation du match entre l'Allemagne et les Pays-Bas qui a fait reculer les indices américains hier. Peter Pratt de la BCE a laissé entendre qu'il serait difficile d'arriver à l'objectif de 2% d'inflation
donc a laissé comprendre au marché que plus de soutien de la part de la BCE était possible. Je vous rappelle en effet que les opérateurs spéculent et attendent de Mario Draghi qu'à la prochaine réunion au mois de décembre, eh bien, il évoque, voire il annonce une nouvelle tranche de quantitative easing. Toujours plus de rachats d'actifs sur le marché obligataire, plus de soutien, et ça dans le but de faire tenir la zone euro, de faire remonter l'inflation et de pouvoir un jour penser à remonter les taux d'intérêt. Pour l'instant, ils sont estimés, une hausse des taux d'intérêt européens est estimée à 2017, mi-2017 au minimum. L'or, toujours baissier, inscrit un plus bas de 5 ans hier en séance. On a parlé de l'or hier, on disait que l'or avait fait une réaction épidermique lundi à cause des attentats, mais qu'à cause du dollar fort, à cause de sa tendance baissière, bien l'or retrouve ses plus bas, atteint des nouveaux plus bas de 5 ans et semble se diriger vers les $1000, le fameux seuil psychologique. Les indices américains et asiatiques étaient stables en clôture, donc les indices américains étaient en belle hausse, puis ont replié un petit peu en fin de séance. Les asiatiques ont clôturé neutre. L'attaque du raid et de l'armée française à Saint-Denis semble prendre fin, ce qui pourrait permettre au CAC 40 de reprendre un petit peu de couleur. En tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, il est légitime que le CAC 40 perde 1% après avoir pris 5% en ligne droite depuis des supports clés. Le support clé des 4700 dont on a parlé ce lundi. Au niveau des statistiques, hier, le CPI en Angleterre était en ligne avec les attentes. Le ZOO, l'indice de l'humeur des patrons d'entreprise en Allemagne, est ressorti à 10,4, donc supérieur aux attentes. Il était attendu à 6,9, je crois. Les chiffres de la production industrielle sont ressortis un petit peu inférieurs aux USA hier, mais ça reste un chiffre de moyenne importance. Ce jour, à 14h30, on aura les mises en chantier et permis de construire aux États-Unis. Et puis à 20h, on aura les minutes de la Fed. C'est le compte rendu en fait de la dernière réunion de la Fed et cela nous donnera peut-être des indices, des indications sur le changement de rhétorique, sur les changements des critères sur lesquels se focalisent les membres de la Fed pour éventuellement monter les taux au mois de décembre. Voilà, on a fait le tour des différentes news. On va pouvoir passer au graphique et on va commencer par les indices. Donc, lundi, nous disions que le CAC 40 avait ouvert pile poil sur un support majeur à 4720 points, que les opérateurs s'étaient placés à l'achat, qu'ils avaient en fait profité de cette ouverture en baisse pour faire les courses. En effet, si on regarde en fait les derniers impacts des attaques terroristes dans différentes villes, dans différents pays, ce n'est pas quelque chose qui a fortement impacté l'économie. Et donc en fait, quand les marchés baissent de 1 ou 2% à cause d'une attaque terroriste, eh bien les investisseurs prennent un peu de recul sur la situation, partent du principe que c'est une attaque et pas une série d'attaques. Et dans pareille situation, les analystes font des études et constatent qu'effectivement, il n'y a que peu d'impact sur l'économie réelle. Les investisseurs, toujours avec un certain sang-froid, eh bien, analysent la situation et se disent, voilà, c'est donc une opportunité potentielle d'achat. C'est ainsi que lundi, on a rebondi. C'est ainsi que hier, donc comme je vous le disais, Peter Pratt de la BCE a laissé entendre que plus de quantitative easing serait possible. Donc, on a eu encore une fois une forte hausse des cours. Mais comme je vous l'expliquais hier matin lors de mon émission, je vous expliquais que et le CAC et le DAX et le FTSE, etc. Allaient arriver dans des zones de turbulence, des zones de résistance. Et qu'après 4 ou 5% de hausse en ligne droite, eh bien, il serait légitime que ces différents indices consolident. Consolider, ça veut dire soit consolider à plat, soit revenir vers les supports. Tout dépendra, je dirais, des statistiques de cet après-midi et des minutes de la Fed ce soir.
Si l'appétit pour le risque perdure et reste extrêmement fort et que l'on dépasse que l'oblique que vous voyez sur le 440, on pourrait retourner très rapidement à 5000 et puis inscrire de nouveau plus haut. Néanmoins, à court terme, voilà, dès hier, j'évoquais un peu de prudence parce qu'une consolidation légitime, un retour vers des supports, éventuellement vers 4840, voire 4800, n'est pas impossible, n'est pas inconcevable. En tous les cas, on était proche d'un support, on est maintenant proche d'une résistance et on doit donc le prendre en considération. Regardons ce que cela donne sur les autres indices. Comme je vous l'ai expliqué hier, il est bon de regarder les autres indices boursiers. Donc vous voyez très clairement sur l'Eurostoxx, on était dans un range, on l'a cassé par le bas, on a très rapidement et pile poil rebondi sur le support clé des 3300, mais en 2 jours, on est passé d'un support sous le range à une réintégration du range à la borne haute du range pratiquement hier à 3457. Donc il est légitime que les acheteurs qui ont joué toute cette hausse-là prennent des bénéfices et temporisent à court terme. Il n'est pas dit qu'on va sortir tout de suite du range par le haut, il n'est pas non plus dit qu'on va forcément sortir par le haut. Donc voilà, il y a des zones clés, si vous voulez, où on a plus de probabilité de réaction. Imaginons que dans 2 jours, on soit à la résistance tout là-haut, et bien voilà, là, il y aurait quand même beaucoup plus de chances qu'on reflue. Quand on était sur le support lundi et qu'on a tenu directement, là, il y avait plus de chances qu'on rebondisse. Maintenant, quand on est en plein milieu du range, en plein milieu d'un range journalier, là, par contre, on se doit d'être un peu plus prudent parce que, eh bien, toutes les options sont permises. Donc, Eurostoxx, le support est à 3375,80, la résistance à 3480. On est donc en plein milieu. On est en tendance haussière, les indices sont soutenus, les acheteurs se présentent en cas de repli, mais n'oublions pas qu'un repli est possible sur support avant éventuel redémarrage. Sur le DAX, c'est la même chose et je vais vous montrer sur plusieurs indices comme ça que vous appreniez ou que vous constatiez par vous-même à quel point c'est propre. Donc, on regardait hier le graphique du DAX. Donc, le DAX, pareil, a réagi pile poil sur support à 10 500 et remonté à réintégrer son range précédent et à refluer sous les 11 000 points. 11 000 points, c'est la résistance qui a fait résistance pendant 10 jours début novembre. Il est donc légitime, alors que les cours y arrivaient en ligne droite hier, que l'on ait eu un reflux sous ce seuil. Vous voyez que le DAX, depuis 6-8 mois, est dans une figure d'élargissement ouverte, ici en bleu, qui est gigantesque. Donc on peut... c'est pas évident de passer une résistance de la sorte. En plus, juste au-dessus, il y a la MM200 qui bloque également. Donc est-ce qu'on va aller chercher les résistances pour refluer ou est-ce qu'on va refluer vers les supports avant d'aller chercher les résistances? Je ne le sais pas, mais encore une fois, vous voyez, au niveau des points d'intervention et de leur pertinence, 10 750 est un beau point pertinent de support et 11 000, 11 050 est une belle zone de résistance. Là, au cours actuel, on est un peu en plein milieu. Le SP500, c'est la même chose. Vous voyez, on avait les plus hauts et les résistances ici, les supports là, et là, on a retracé 50% et on est calé en plein milieu. Et le Japon, pour finir, voilà, lui, il est un peu plus haussier parce qu'il profite de la force de la paire USD-Yen. Je vous rappelle que le Nikkei monte plus vite que les autres quand le yen est en baisse, car il y a beaucoup de sociétés exportatrices dans la composition du Nikkei. Et donc, quand le yen baisse, ça favorise les entreprises japonaises. Et vous remarquerez qu'il y a vraiment une construction très propre sur le Nikkei, de la tendance haussière, mouvement haussier, consolidation, mouvement haussier, consolidation, mouvement haussier, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, c'est une belle dynamique haussière construite. Et vous voyez que là, il a essayé de dépasser ses plus hauts de la semaine passée, il n'y arrive pas, on consolide ce jour. On peut peut-être soit revenir vers les supports, soit consolider à l'horizontale. Même si on doit aller plus haut par la suite, une respiration est parfois légitime. On va maintenant passer au marché action. On va commencer par les plus fortes baisses on va commencer par les plus fortes baisses, oui. Donc, Air Liquide qui acquiert pour 13,4 milliards une société dans le gaz. Alors, les cours baissent, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est un gros achat, une grosse dépense pour le groupe Air Liquide. Alors, regardez, là, vous arrivez sur mon graphique, vous avez l'impression que c'est un peu déstructuré, c'est parce qu'en fait, c'est un graphique hebdomadaire. Voici le graphique hebdomadaire d'Air Liquide que j'avais fait il y a à peu près
3-4 mois, je dirais, c'était, je pense, au mois d'août, voire même au mois de juillet. Donc j'avais tracé un canal haussier qui allait de 2009 à 2015 sur Air Liquide. Et je crois que le but, en fait, c'était de montrer que quand on était à 121, 122, on tentait de sortir par le haut du canal, que c'était peut-être un peu gourmand et qu'une consolidation ferait du bien à Air Liquide. J'avais alors défini la zone des 95-100 comme zone soutien, puisque le bas du canal, et on était revenu la tester avant de repartir à la hausse. Et vous voyez où est-ce que Air Liquide bloque cette semaine? Bah, tout simplement sous les plus hauts annuels du titre de 2015. Il est donc légitime qu'on ait un reflux sous cette résistance. Et comme de par hasard, ça arrive avec une annonce. Mais les annonces ne se font jamais par hasard et vous remarquerez que souvent des titres, quand il y a une annonce, se trouvent déjà sur un seuil critique. Ubisoft consolide sous les 28. Donc là, une belle configuration en étoile du soir sur le titre Ubisoft. On a un chandelier vert, un doji et puis un chandelier rouge. S'il se confirme en clôture, ça nous amène à entrevoir une latéralisation des cours, en tous les cas une neutralisation de la dynamique haussière. Ubisoft pourrait tout simplement évoluer entre 25 et 28 un certain temps. Selectis, qui hier montait jusqu'à plus 15%, a été décevante en fin de séance. Elle est retombée. Donc je continue de mettre en avant la même zone que je mettais en avant la semaine dernière, autour des 30 euros. Sait-on jamais si les cours y reviennent. Ce sera intéressant d'y voir s'ils y réagissent. Et puis Gameloft, je vous la montre parce que tout comme Ubi, elle est sous ses plus hauts, elle est haussière, mais elle temporise, elle n'arrive pas à monter plus là à très très court terme. Il y a une belle tendance, c'est soutenu, il y a de la news, il y a du fondamental. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Gameloft vient de prendre pratiquement 100%. On a une potentielle matérialisation d'un double top. Donc prudence ici, car on est sous une résistance majeure. Après, je vais regarder les plus fortes hausses du jour. Je lis en même temps vos commentaires. Alors, Trigano, donc, annonce de résultats positifs et d'un triplement de son résultat net. Donc, le titre inscrit un nouveau plus haut annuel, peut-être même historique. Je vais vérifier ça. Ça a l'air d'être un plus haut historique pour Trigano à 46 euros. Beau parcours depuis le début de l'année 2015, le cours a pris 100%. Deuxième titre qui se réveille, c'est Solocal, on en parlait hier. Est-ce que l'action va tenter une réaction ici? On est à proximité des plus bas annuels. L'action semble faiblement valorisée d'après certaines études. Il se pourrait donc qu'on voit ici une réaction se mettre en place, à surveiller pour la suite. Eramet, donc on en parlait hier, c'est les matériaux de base qui tentent de rebondir un peu, c'est compliqué, mais en tous les cas, ça ne baisse plus à très court terme. Morel et Prom, pareil, elle tient son support, mais c'est pas pour autant qu'elle monte. CGG, même chose, elle tient son support, mais c'est pas autant qu'elle monte. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que on attend les stocks de pétrole qui vont faire bouger les parapétrolières, les pétrolières, et c'est cela qui devrait décanter la situation sur CGG Veritas, sur Vallourec, sur Technip, sur Total, etc. Donc, on va regarder le pétrole ensemble. On a regardé les indices, on a regardé quelques actions, on va regarder maintenant les matières premières. Donc le pétrole, il est sorti de son range 43-50 $ par le bas, certes, mais il a réagi sur les 40 $ et latéralise à court terme. Cet après-midi, on aura la publication des stocks de pétrole. Si les stocks sont inférieurs aux attentes, s'il y a de la consommation, parce qu'on arrive à proximité de l'hiver, si les températures se refroidissent, tout ça, c'est des choses... Tout ça, c'est des choses qui pourraient faire remonter les cours du pétrole vers 43. Et si on casse les 43, on réintègre potentiellement le range 43-50 et il y aurait, je pense, une vive réaction haussière des cours parce que tous ceux qui ont vendu sous les 43 se rachèteraient. Voilà. Ça, c'est le scénario haussier qui est contre-tendance, mais qui est nourri par d'hypothétiques fondamentaux de court terme qui colleraient avec la saisonnalité.
A contrario, sous les 40, en cas de stock très élevé, on pourrait revenir vers les plus bas de la semaine. Et si on les casse, là, il y aura, je pense, une accélération baissière. Parce que de la même façon, tous ceux qui ont payé ces 2-3 dernières séances en spéculatif sortiraient potentiellement sur stop. Donc, 40 et 43 sont des gros pivots journaliers. Il y a quelque chose d'important derrière cela. Si on reprend les 43, il y a vraiment une reprise en main des acheteurs. Inversement, sous 40, on enfoncerait le clou par les vendeurs. Donc, j'attends les stocks de cet après-midi avec impatience. Et puis le gaz naturel, dont les stocks seront publiés hier, vous voyez qu'il est dans une tendance haussière de court terme depuis le début du mois de novembre. Je vous rappelle donc qu'en données mensuelles sur 15 ans, le gaz est sur des plus bas de 15 ans, sur un énorme support, et il y a rebondi. Il a redémarré à la hausse, il a pris 15% depuis un mois. Et les replis semblent payer avec une tendance haussière, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts depuis un mois. Voilà. Donc il y a la saisonnalité qui joue, il y a les stocks inférieurs aux attentes qui jouent, et cela, c'est intéressant à suivre. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de l'or qui a inscrit un nouveau plus bas de 5 ans, donc tendance baissière, pas d'inflation. Je vous rappelle en fait qu'à la base, l'or, c'est un véhicule qui servait aussi aux investisseurs de contrer l'inflation. Quand il y avait une inflation forte, on achetait de l'or. Donc là, il n'y a pas d'inflation, il y a une hausse du dollar. L'or est corrélé, inversement corrélé au dollar. L'or ne semble plus du tout être payé comme un refuge. Du moins, peut-être que les cours de l'or sont montés lundi à cause du pseudo-valeur refuge de l'or, mais vous voyez que rapidement, la tendance a repris, on a inscrit des nouveaux plus bas. Donc l'or ici en données hebdomadaires, vous voyez bien que depuis 2011, on est dans une tendance baissière, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et on semble se diriger vers les 1000 $. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, Tony me disait, est-ce que l'or pourrait atteindre les 1000 $ avant la fin de l'année? Au vu de la volatilité et au vu de la baisse récente des cours, si vous voulez, vu qu'en 15 jours on vient de perdre 100 $, ça veut dire que vu qu'il reste 45 jours avant de finir l'année, oui, théoriquement, on peut aller toucher 1000 $. Je pense que l'or accélérerait à la baisse en direction des 1000 $ si le dollar montait très fortement. Pour que le dollar monte très fortement, il faudrait que la Fed monte ses taux, ne serait-ce que de 0,25 au mois de décembre. Et alors là, potentiellement, on pourrait avoir un mouvement baissier supplémentaire sur les cours de l'or. Alors, il y a Edwige qui me dit « Comment fait-on pour revoir la matinale ?» Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de CMC Market. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site de CMC Market que voici. Quand vous êtes sur le site CMC Market dans la rubrique Actualité et Analyse, en fait, je poste la matinale tous les jours. Donc habituellement, j'y postais des analyses, 1 ou 2 analyses par jour. Depuis 15 jours, je suis concentré sur la matinale et d'autres projets, donc je n'ai pas publié d'analyse. Je vous ai juste publié pratiquement tous les jours l'enregistrement de la matinale, sauf celui de ce lundi parce qu'il n'était pas très joyeux. Et qu'il était très rapide. Et donc voilà, vous pouvez retrouver la matinale ici. Je vais me remettre à publier des analyses. Début de semaine prochaine, je vais juste avoir une absence lundi, mardi, car je serai à Lyon pour une conférence des Éconoclastes le mardi 24 à Lyon. Et à partir de mon retour la semaine prochaine, à partir de mercredi prochain, tous les matins à 10h tapante, c'est la matinale, et tous les jours sur le site, vous retrouverez et l'enregistrement de la matinale et 1 ou 2 analyses sur différents actifs. Voilà. Et j'espère que tout cela vous plaît. Il y a bientôt des webinaires spéciaux qui vont être lancés, des webinaires hebdomadaires, des webinaires mensuels, des interviews de spécialistes. J'ai beaucoup de surprises à vous délivrer. On fait en tous les cas au plus vite et j'espère que tout cela vous plaira. Alors Pascal me demande ce que je pense du cuivre. Eh bien le cuivre encore et toujours la même chose, c'est baissier, nouveau plus bas ou du moins test des plus bas ce jour. Et en données mensuelles, on s'approche bientôt d'un support
annuel. Voilà, donc le cuivre 195-200, zone de soutien, oblique de soutien de très long terme, plus chiffre psychologique. Donc j'attends un peu avec impatience qu'on aille vers cette zone-là pour voir si justement ça va y réagir. Là, à très court terme, ça tente de réagir, mais j'attends de voir un cran plus bas si on y va, comment ça réagit. Je pense que vraiment, s'il y a une hausse de taux en décembre, on verra certains actifs. On verra si la hausse de taux américaine provoque effectivement une hausse du dollar ou au contraire, si les opérateurs prennent des bénéfices sur le dollar. Et si la hausse de taux provoque une hausse du dollar et donc une baisse des matières premières, bah ça enverra le cuivre vers des nouveaux plus bas, l'or vers de nouveaux plus bas, le pétrole sous pression. Et on verra ensuite ce qu'il en sera du rythme de hausse de taux et de comment le marché le digère. Donc les matières premières, c'est bon. On va passer aux devises pour terminer. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Donc là, on me parlait du cuivre à l'instant. Là, on va passer sur les devises. Alors quand on regarde les plus fortes hausses et les plus fortes baisses du jour, donc plus forte hausse, c'est l'euro-dollar et l'euro-GBP. En gros, c'est l'euro contre plusieurs paires de devises. Alors c'est pas très étonnant, il n'y a pas de nouvelles particulières, c'est juste que regardez bien, l'euro depuis un mois, même pas, a perdu pratiquement 1000 points, rien que ça. Donc la BCE laissant entendre qu'elle allait faire plus de quantitative easing, la Fed expliquant qu'elle allait potentiellement monter ses taux en décembre, Pratt de la BCE qui dit hier que ça va être difficile d'atteindre les objectifs et que les perspectives économiques sont mornes. Tout ça a fait enregistrer une forte baisse à la paire euro-dollar. Voilà. Il est légitime qu'après 900 points de baisse et alors qu'on arrive sur les plus bas annuels, il y ait une réaction des cours. Dans pareille situation, alors qu'on est en tendance baissière et que les cours ont beaucoup baissé et qu'ils tentent de réagir à court terme, eh bien, on peut s'attendre parfois à des retours sous résistance, donc soit le haut de canal, soit une sortie de canal pour un retour sous des résistances horizontales qui sont plus fortes, généralement plus importantes que des résistances obliques, comme les canaux. Et parfois, donc, on a un rebond technique avant une reprise de la tendance de fond. C'est pour ça qu'on dit souvent que le timing est d'importance. Vendre un actif et jouer la baisse sur un actif qui est en tendance baissière, certes, mais le faire sur des rebonds techniques peut être plus rentable. Il y a un meilleur ratio risque-gain en tous les cas. Donc voilà pour l'euro. Concernant le NZD, je vous ai dit hier de surveiller l'approche de la zone des 0,64, 0,6450 parce que je pense qu'on peut avoir des réactions dans cette zone de prix qui est une ancienne résistance devenue support. Vous voyez ? J'aime bien, là, il y a un mouvement haussier, il y a un retracement assez profond des cours, une restabilisation des cours sur support. Ça ne m'étonnerait pas. Il ne serait guère étonnant qu'un rebond technique soit engendré sur ce seuil. On voit que l'euro réagit, le NZD réagit, la livre également. Et la livre se trouve pile poil sous un seuil clé à 1,5250 qu'elle travaille depuis plusieurs séances. Et si ça passe, objectif théorique 1,55. Si ça reflue, objectif théorique 1,50. En tous les cas, on voit qu'à très court terme, aujourd'hui, c'est une séance de rebond technique des paires contre le dollar qui est beaucoup monté et qui consolide. Et ça se retrouve dans la paire USD-Yen, la paire USD-Yen qui latéralise. Et comme je vous l'ai souvent dit, la paire USD-Yen, c'est le baromètre avec le SP500 de l'appétit pour le risque. On a des indices qui sont fortement montés pendant 2 séances, qui arrivent, donc sur l'USD-Yen, il arrive sur les plus hauts de la semaine dernière. Il est donc légitime qu'on ait une petite respiration des cours. Et puis ensuite, en fonction des statistiques qui vont être publiées, soit on a une respiration un peu plus profonde des cours, un retour sur support avant une éventuelle reprise haussière, soit les statistiques sont très bonnes, l'appétit pour le risque perdure, on les passe en force, on casse la résistance oblique et horizontale ici, les plus hauts qu'on voit sur l'USD-Yen et on redémarre vers les plus hauts annuels. Même chose sur les indices, on casse les résistances et on repart vers les plus hauts annuels. Mais comme je vous l'ai expliqué en début de cette émission, il est légitime que les indices consolident après avoir pris 4-5% en ligne droite. Donc voilà, il ne faut pas se presser non plus. Il y a souvent dans des tendances haussières des phases de repli et c'est généralement ces phases de repli là qui sont
plus intéressantes à mettre à profit que les accélérations haussières, car cela permet un meilleur timing. Je vais terminer par Arcelor, puisque on me pose la question du titre Arcelor. Donc Arcelor, c'est comme Eramet. Le groupe est spécialisé tout ce qui est matériaux et présente une très belle configuration. Merci de me l'avoir montré. On est en configuration de double bottom potentiel parfait, c'est-à-dire que, vous voyez, Eramet, elle avait fait un plus bas en septembre, puis elle a fait des nouveaux plus bas cette semaine, et elle tente de réagir. Alors qu'Arcelor, elle, pile poil à 4,45, les cours se sont arrêtés ces dernières séances. On a 3 mèches hautes à 4,70 ces dernières séances, puis là aujourd'hui on tente de casser les 4,70 et d'accélérer. Donc il faudra voir si c'est confirmé en clôture, mais pour l'instant on a une tentative de double bottom. Donc les plus agressifs qui souhaitent se placer à l'achat en fait sur une valeur quand ils constatent une tentative de double bottom, il y en a qui se placent à l'achat, il y en a qui attendent confirmation. Et en fait je vais vous montrer une deuxième chose, un canal baissier qui se voit très clairement. Et en fait, la rupture de ce canal baissier, ce serait potentiellement un signal haussier supplémentaire. Un premier signal haussier positif, c'est la tenue des cours sur leur plus bas, mais ça reste une réaction sur support, ça ne veut pas non plus dire que les cours vont repartir à la hausse. Par contre, si on casse les 4,90 et qu'on sort par le haut du canal baissier que je suis en train de vous montrer, là, il y aurait une inversion de tendance de baissière à haussière et il y aurait un potentiel haussier de remonter vers la prochaine résistance. Quand je vois Arcelor, quand je vois la baisse des cours que l'on vient de voir, quand on voit le double bottom potentiel, on est à 4,70 et si on arrive sur l'autre canal et que ça passe et qu'on ressort par le haut, en fait, on pourrait se mettre dans un range. Et si on se met dans un range avec un retour vers 6 euros, par rapport au cours actuel, ça fait 30% de hausse. Voilà. C'est pas négligeable et je vous remercie de nous l'avoir montré. C'est mon JT Libre qui nous l'a montré. Voilà, on a fait le tour de la plupart des marchés. Comme d'habitude, donc on a parlé des news, des rumeurs, du fondamental, du technique. J'espère que ce format vous plaît, que je passe en revue de nombreux actifs et que ça vous va. Si vous souhaitez qu'on fasse plus de DAX, si vous souhaitez qu'on fasse plus de graphiques 4 heures, si vous souhaitez plus de fondamental ou plus de technique, n'hésitez pas à le dire. En tous les cas, cette émission va continuer d'évoluer et comme je vous l'ai expliqué, il y a des nouveaux concepts d'émissions qui vont sortir, éducatifs notamment, et puis des émissions spéciales avec des spécialistes en tout genre, que ce soit macroéconomie, trading, analyse technique, etc. Je vous en dirai plus très bientôt. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne séance de trading. Et puis, je vous retrouve demain, 10h, pour cette émission quotidienne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain.